J'adore. Eh ben, écoutez, bienvenue et bonjour à tous en direct de la CPME 13. Nous avons l'honneur aujourd'hui on va vous parler d'assurance. Alors, c'est vrai que ça nous fait toujours un peu peur, ces assureurs, mais les assureurs que nous avons à nos côtés aujourd'hui sont bienveillants et sont surtout là pour nous aider. Donc, je suis heureuse de vous accueillir ce matin. Vous savez que la CPME a à cœur de parler vrai et de parler de ce qui intéresse nos adhérents. Donc régulièrement, nous faisons ces time to talk pour que les spécialistes puissent exposer les écueils, les erreurs ou au contraire les bonnes pratiques pour vous les partager et pour qu'on soit vraiment sur une même niveau de participation et d'approche du dossier. Donc aujourd'hui, le thème abordé sera la RC Pro et assurance des biens, les trois erreurs qui coûtent cher aux TPE et PME que nous sommes. Pour nous guider sur ce sujet, nous avons la chance d'avoir à nos côtés aujourd'hui Christophe Mariottini, chargé de clientèle des professionnels et des entreprises, qui partagera son expertise sur la couverture des biens et locaux ainsi que la responsabilité professionnelle. Je lui demanderai ensuite de se présenter. Et nous avons aussi Thibault Licata, délégué ADPI Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, spécialiste de la prévention, de la continuité, de l'activité, de la protection du dirigeant. Pourquoi on leur a demandé à tous les deux de venir à nos côtés aujourd'hui, durant cette session, nous allons explorer, sous-assurer ces biens et locaux, comprendre les risques incendie, vol, dégâts des eaux, matériel stock et comment bien évaluer nos besoins. Ça, c'est très, très important pour nous tous. Négliger ou mal paramétrer la responsabilité civile professionnelle, pourquoi elle est indispensable et comment éviter les litiges coûteux. Omettre la protection du dirigeant, maladie, incapacité, prévoyance, comment assurer la continuité de votre activité, même en cas d'absence. Bien évidemment, nos deux spécialistes vont nous proposer des exemples concrets et nous vous invitons à soit lever la main pour poser vos questions ou soit vous servir de l'action. Et comme ça, Lou et moi-même, on pourra rapporter vos questions en live auprès de nos deux spécialistes. Thibault, Christophe, merci d'être à nos côtés ce matin. Ben, je vous laisse la parole. Christophe, Thibault, je ne sais pas lequel. Alors Thibault, je crois, n'a pas de caméra. Donc, je vous laisse vous présenter. Celui qui veut bien commencer, s'il vous plaît. Je commence si tu veux, Thibaut, ou comme Ah tu bah veux. allez, vas-y. Allez, c'est parti. Alors, je suis Christophe Mariottini, chargé de clientèle à la Massif pour les professionnels sur le secteur de l'étang de Berre et des Alpes, 04-05. En fait, j'ai deux départements entiers, plus la partie étang de Berre qui va de Martigues jusqu'à Marignane, Vitrolles, Lafare-les-Oliviers, la partie sud de l'étang de Berre. Parce qu'à la Massif, au niveau professionnel, on a la plateforme qui gère beaucoup de choses, tout ce qui est rapide à faire. Et pour tout ce qui est plus compliqué à mettre en place, comme tout ce qui est prévoyance, protection sociale, retraite ou assurer des locaux qui nécessitent une visite de risque, il y a des chargés de clientèle terrain. Et du coup, moi, j'ai ce secteur-là. Ce qui fait on est quand même beaucoup sur la route. On fait aussi beaucoup de choses maintenant à distance, en télétravail, parce que une ERC Pro, ça peut s'assurer facilement à distance. Et aujourd'hui, nous sommes présents pour vous présenter les obligations qu'il y a en termes d'assurance, à vous conseiller au mieux dans ce domaine. Merci, Christophe. Thibault? Alors bonjour, moi c'est Thibault Licata, donc je suis délégué de proximité sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Donc moi je suis là surtout pour assister les, euh, les salariés de la Massif quand ils font des actions comme celle-ci par exemple. Moi j'arrive avec un regard plus professionnel parce que je suis traiteur à mon compte. Donc donc moi je suis pas commercial. Donc moi j'arrive avec un regard plus professionnel et j'axe plus les questions. Et si vous avez des questions que vous avez l'habitude de croiser ou que vous allez sûrement croiser, n'hésitez pas. C'est sûrement des situations que j'ai vécues ou alors que je peux vivre autant que vous. Donc on est dans l'échange complet.
Très Alors, bien, merci Thibaut. Donc, Christophe, mon son, non, ouais, je crois que mon son était coupé. Non, non, il est bien là. On va commencer par l'erreur numéro un. À la Massif, vous allez nous expliquer sous-assurer ses biens et locaux. Bien évidemment, pour ceux qui sont propriétaires de locaux, la crainte, la peur, c'est l'incendie. On a toujours peur qu'un matin on nous appelle ou une nuit en disant ça brûle chez toi. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui me fait très peur parce qu'on n'est jamais à l'abri. Donc, incendie, vol, dégâts des eaux, matériel, stock et les locaux, bien évidemment. Ça, c'est vraiment comment on fait pour bien assurer ses biens et ses locaux ou au contraire, mal assurer et les conséquences. Donc, cas pratique, astuces et bonnes pratiques, véritablement ce dont on a besoin quand nous sommes chefs d'entreprise. alors, sur cette partie-là, pour les locaux et les biens professionnels, ce que je souhaitais vous dire, c'est que bon, déjà, c'est important d'assurer son local. Des fois, on peut être propriétaire de son local. Dans ces cas-là, c'est plus simple, mais même quand on est propriétaire, il faut quand même l'assurer. Et quand on est locataire, là, il y a obligation d'assurance parce que le propriétaire, quand il loue son local, il vous demande une attestation d'assurance, il faut obligatoirement l'assurer. Donc, quand on assure un local, ben, effectivement, il y a la partie occupant qu'il faut assurer. Et puis, il y a la partie activité aussi qui est assurée dedans. On y reviendra tout à l'heure parce que la partie activité, pour quelqu'un qui n'a pas de local, c'est la RC Pro uniquement. Mais quand on a un local, généralement, on fait, nous, un contrat qu'on appelle multi-pro dans lequel vous allez avoir l'activité qui est assurée plus le local. Au niveau du local, effectivement, c'est un contrat multi-garantie. Généralement, d'un assureur à l'autre, on travaille tous de la même façon. Il y a des options que vous pouvez choisir. On peut choisir le vol, le dégât des eaux, le bris de glace. Bon, il y a des options qui sont de base, qui sont importantes, comme l'incendie, puisque, comme le disait Sylvie, si demain il y a un incendie et que le local n'est plus exploitable pendant une longue période, c'est là où vous allez être pénalisé. Donc l'incendie, c'est super important pour remettre le local à niveau. Mais ce qu'il y a de lié aussi à l'incendie, c'est assurer sa perte d'exploitation. Généralement, les assureurs vous proposent souvent en option cette perte d'exploitation. Et la perte d'exploitation, alors moi je vais parler de ce que je connais au niveau massif, même si tous les assureurs ont à peu près la même garantie. La perte d'exploitation, nous à la Massif, on couvre pendant un an la perte d'exploitation d'un local en cas d'incendie, parce que généralement, s'il y a un vol, on va pouvoir ouvrir au bout de quelques jours. Un dégât des eaux aussi, c'est principalement l'incendie qui pose problème. Et il y a une franchise de 3 jours, les 3 premiers jours ne sont jamais couverts, et on couvre jusqu'à un an. Et en fait, ce qu'on assure quand on parle de perte d'exploitation, c'est la perte de votre marge brute. La marge brute, ça correspond à votre chiffre d'affaires brut, moins les dépenses que vous n'aurez pas parce que vous n'êtes pas ouvert. Donc, il n'y aura pas d'achat, de fourniture, il n'y aura pas de stock à faire, il n'y aura pas d'électricité, de facture. Donc, si on enlève toutes les charges, il va rester votre marge brute et l'objectif, c'est de vous indemniser sur ce que votre manque à gagner, puisque le local ne peut être exploité pendant une longue période. Donc, la perte d'exploitation, ça va être une garantie qui va être très importante dans un local. Le vol, vandalisme aussi, mais je dirais plus en fonction de l'activité. Par exemple, un magasin de vêtements ou un bijoutier, lui, le vol, le vandalisme, c'est super important parce que ce sont des professions qui sont énormément à risque et qui vont être souvent peut-être cambriolées ou être victimes d'actes de vandalisme. Par contre, sur certaines activités ou des activités où il n'y a pas forcément beaucoup de stock, le vol, le vandalisme, c'est pas forcément indispensable, mais c'est important. Et dans tous les cas, que ça soit pour vous assurer en incendie, en vol, vandalisme, ou quelle que soit la garantie, comme le disait aussi Sylvie tout à l'heure, l'important, c'est de bien gérer, en fait, savoir quel est votre stock, le contenu. Et là, généralement, on a plusieurs items. Il y a d'un côté les biens mobiliers à assurer, ben, vos machines, tout ce qui est obligatoire pour votre profession au quotidien pour travailler. Et après, il y a toute la partie stock aussi à bien identifier. Et c'est un ensemble. Après, nous, on va couvrir un ensemble en sachant que on peut aussi 10 fois différencier selon les garanties. Par exemple, on peut décider de moins couvrir en vol ou en dégâts des eaux
si le stock est moins en risque en vol et en dégâts des eaux, par exemple. Mais tout ça, je dirais, ce sont des contrats à tiroir. Et le but, c'est que nous, on fasse une bonne analyse de la situation, que vous soyez en capacité de nous donner tous les bons éléments, qu'on puisse adapter notre proposition à votre demande et à vos problématiques. Ce qui est important aussi à savoir sur la partie sinistre, c'est de toujours bien conserver tous les documents, notamment les factures d'achat. C'est extrêmement important. Après, c'est l'expert qui va prendre le relais quand il y aura un sinistre et c'est lui qui va être notre interlocuteur et vous demander tous ces documents-là pour pouvoir indemniser au mieux votre dossier, votre sinistre. Et ce qu'il y a aussi de très important, c'est quand il y a un changement de situation, de nous prévenir. Par exemple, moi j'avais une personne qui faisait de la peinture, qui avait une galerie d'art, et en fait un artiste peintre, aujourd'hui il a peut-être un stock qui est à 20 000 euros, mais dans quelques années son stock va peut-être évoluer. Et si nous on ne sait pas que son stock maintenant il est à 60 000 ou 80 000 euros, le jour où il y a un sinistre, il sera toujours basé sur les 20 000 initiaux. Donc il ne faut pas hésiter à nous dire quand il y a une hausse, mais aussi quand il y a une diminution du stock ou du contenu à assurer, parce que forcément, ça va jouer sur votre cotisation et ça va jouer aussi en cas de sinistre, donc ça peut être à la hausse ou à la baisse. Et un autre élément qui sera important aussi, c'est votre chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires, ça peut jouer sur la cotisation d'assurance, donc il ne faut pas hésiter à nous dire s'il double ou si au contraire, il est divisé par deux. S'il y a de grosses fluctuations, il faut tout le temps prévenir son assureur pour pouvoir vous apporter une réponse et pour pouvoir adapter le contrat à vos besoins. Sur Thibaut, la... excuse-moi. Moi, j'ai une Oui, question, parce que tu viens de parler des factures d'achat, on est bien d'accord, mais à partir du moment où ça a brûlé, et ouais. si ça a brûlé et que mais mon entrepôt a brûlé, j'ai un entrepôt, hein, donc j'ai un entrepôt, ça a brûlé, et mes bureaux ont aussi brûlé, et mes factures d'achat ne sont pas dématérialisées, sont encore en papier, parce que ça existe, et plus donc, qu'est-ce que je prouve par rapport aux experts? Alors, les experts, généralement, par rapport à une activité professionnelle, du coup, ils savent que dans un local, il y a forcément, comme on disait tout à l'heure, pour un bijoutier, par exemple, il y a forcément des bijoux, qu'il y a forcément des meubles, qu'il y a forcément du mobilier, de l'informatique. Donc, ils ont déjà, les experts, un visuel de ce qui est nécessaire à un commerce. Donc, si vraiment il n'y a plus rien, que malheureusement, il n'y a plus de facture dématérialisée, qu'il n'y a plus rien, ils sont capables quand même d'établir une cote, une cotation D'accord. euh, par rapport à ce que vous pouviez avoir en stock, par rapport à un historique de commande que vous faisiez à votre fournisseur, par rapport à plein de choses, ils sont capables de. Mais il faut être réaliste, ça ne sera jamais aussi précis que des factures. Ça, c'est clair et net, puisque tout ce qu'on ne peut pas justifier sur facture, ça va être sur du déclaratif, ça va être sur ce qu'on peut penser avoir dans un commerce à ce moment-là, un instant T, mais ça ne sera pas aussi précis. Par contre, tu disais quelque chose tout à l'heure, oui, effectivement, le dématérialisé, on peut tout perdre, mais de nos jours, c'est quand même beaucoup plus rare parce que même si on perd tout, son ordinateur, ses clés USB, comme je le disais, quand on fait une commande fournisseur, le fournisseur, il a forcément maintenant l'historique en informatique, il pourra vous faire des duplicata de factures. Donc, on peut plus facilement retrouver qu'à une certaine époque les factures et justificatives. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions parmi nos invités? Nos adhérents sont... Non, tout est clair. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Christophe, sur cette partie de l'assurance des biens et des locaux? Non, sur cette partie-là, je pense qu'on a fait un petit tour bon, qui est rapide, mais qui permet de voir les principaux éléments à avoir pour pouvoir vous assurer et bien jauger, euh, comme on disait tout à l'heure, un contenu, c'est ça le plus important, quoi. Et aussi, des fois, ça peut être, quand on est propriétaire de ces locaux, la valeur du local aussi. Parce que, en fait, vous pouvez perdre aussi votre fonds de commerce. Et par exemple, euh, on peut vous demander quelle est la valeur de votre fonds de commerce parce que si, suite à un incendie, admettons, la mairie de votre ville décide que pour une boulangerie, elle n'a plus à s'implanter à cet endroit-là, euh, le commerçant, il va perdre toute sa clientèle. Et dans ces cas-là, on peut être amené à indemniser la valeur du fonds de commerce s'il n'est plus en capacité d'ouvrir ailleurs et de garder son fonds de commerce.
Donc, ça peut arriver. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir une connaissance aussi de la valeur de son fonds de commerce. Mais bon, ça, généralement, on le sait quand on a acheté un fonds de commerce ou quand on développe son commerce, on a une idée de qui pourrait coûter si demain on devait le revendre à quelqu'un d'autre. Très bien. Thibaut, rien à ajouter? Non, non, hormis qu'il faut vraiment pas le sous-évaluer en disant qu'on va faire des économies, Ouais. parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir un dégât des eaux, et heureusement que ben, je n'ai pas fait comme certains, sous-évaluer à dire je vais gratter peut-être 10 euros par mois, Mhm. parce que au final, on le sent quand même la différence hein, quand on est remboursé. On n'a jamais la totalité de ce qu'on veut réellement. Euh, Quand ça nous arrive, on revient vite les pieds sur terre. Donc, assurer au juste prix et pas hésiter à faire de se dire, tiens, je vais faire des économies. Parce qu'en vérité, on n'en fait pas, hein, D'accord, sincèrement. ouais, ouais. Non, c'est important de le préciser, effectivement. L'économie, elle est substantielle et sur le moment, mais quand ça arrive, enfin, on a tous vécu ça dans nos vies personnelles et professionnelles. L'important de l'assurance, on a toujours l'impression de payer trop cher, mais c'est vrai que quand ça Non, arrive et c'est qu'on en ça. a besoin, on est bien content de les avoir auprès de nous et de bien choisir son assureur. C'est important. Pour Chris, rebondir sur ce que disait Thibault, bah, c'est oui, rigolo. J'ai eu le cas malheureusement hier d'une sociétaire qui est en difficulté financière et qui a une activité touristique à la montagne et elle voit que ses saisons se remplissent de moins en moins. Et elle m'a dit, voilà, moi, j'aimerais payer le moins cher possible. Et elle voulait mettre tous ses contenus à la baisse. Finalement, on a trouvé un compromis en baissant un petit peu le contenu, mais en gardant quand même un certain niveau pour qu'en cas de sinistre, elle n'ait pas de problème. Mais effectivement, le danger, c'est quand on a une difficulté financière, c'est d'avoir tendance à tout baisser pour payer moins cher. Mais par contre, si survient un sinistre et qu'on perd tout son mobilier, son matériel et ses stocks, la difficulté financière, elle va être encore plus lourde qu'avant, quoi. Donc, ça devient encore plus compliqué à gérer pour rebondir. Donc, il faut arriver, et c'est pas simple, hein, il faut arriver à des fois diminuer, parce que si on est pris à la gorge et qu'on ne peut plus payer ses factures, si on ne peut plus payer son assurance, c'est sûr que dans ces cas-là, il vaut mieux la diminuer, c'est évident, mais sans non plus trop diminuer pour ne pas être en danger, donc il faut arriver à jongler, mais là, c'est vraiment quand on est en difficulté extrême et qu'on n'a plus d'autre choix. et donc là, du coup, c'est là où vous êtes présent auprès de vos clients pour être pertinent et apporter du conseil, soit en plus, soit en moins, en fonction de la situation, j'imagine. Bien entendu. Exactement. Christophe, merci. L'erreur numéro 2 que vous rencontrez et on a pu comment partager, c'est négliger ou mal paramétrer la responsabilité civile pro. Donc, pourquoi cette responsabilité civile pro, je vais y arriver, est indispensable? Donc, il faut penser aux litiges clients, aux dommages à des tiers. Pareil, est-ce que des exemples concrets de situations où une RC Pro est adaptée à coûter cher aux clients et vos conseils pratiques pour bien choisir et adapter sa RC Pro à l'activité et au secteur de chacun d'entre nous? Alors, pour la RC Pro, ce que je disais tout à l'heure, quand on a un local, c'est plus simple parce que généralement, alors on peut séparer la RC Pro du local. On n'aime pas le faire généralement parce que enfin, ça peut être un quiproquo. On peut penser être assuré pour la RC Pro alors qu'on n'y est pas. Donc, quand on fait un multi-risque, on préfère toujours avec un local mettre la RC Pro et l'activité qui est intégrée. Euh, mais le danger, c'est quand effectivement on a quelqu'un qui n'a pas de local et qui a besoin que d'une RC Pro. Des fois, on a les gens qui ont tendance à penser que c'est pas forcément nécessaire de s'assurer parce que du coup, il n'y a pas la notion de bail et d'être assuré d'assurer un local, d'avoir une attestation. Et certaines activités aujourd'hui qui sont dites entre guillemets intellectuelles, comme toutes ces activités nouvelles de formation, enfin à distance, ben, les gens ont l'impression qu'en fait, ils risquent rien parce qu'ils travaillent ou de chez eux ou devant une salle de cours avec des élèves, des étudiants. Mais en fait, vous risquez toujours quelque chose. Il peut y avoir plusieurs cas qui arrivent, euh, tant au niveau des dommages matériels, immatériels que corporels. Corporel, ça c'est quand on est en présentiel, il suffit qu'on rentre dans une salle de cours, qu'on donne une formation à quelqu'un ou dans une entreprise, il suffit de blesser quelqu'un
et la personne peut se retourner contre vous. Et là, pour du corporel, quelqu'un qui aurait une blessure grave, ça peut coûter très cher. Du coup, il y a le corporel qui est important. Les dommages matériels, ça peut être involontairement quelqu'un qui fumerait, jetterait un mégot, mettrait le feu devant une entreprise et l'entreprise brûle. Ça aussi, ça peut être très très grave et ça peut coûter très cher. Et puis, il y a tout ce qui est aussi, pour les professions du conseil, notamment, tout ce qui est dommages immatériels. Quelqu'un qui va vous attaquer pour un conseil, son entreprise aurait coulé, aurait fait faillite parce qu'on lui a donné un mauvais conseil. Donc, tout ça, c'est extrêmement important. Et en plus, une RC Pro, c'est dommage de ne pas la souscrire et de ne pas y penser parce que généralement, ce sont des contrats qui ne sont pas chers du tout. C'est-à-dire qu'en fait, nous, chez nous, en premier prix, une RC Pro, la moins chère, je crois qu'elle a 93 euros par an, 90-93 euros. Selon l'activité, attention, hein. Après, ça peut monter à beaucoup plus selon l'activité. Mais quelqu'un, par exemple, qui a une activité de vente sur les marchés, il va avoir une RC Pro qui va être à 90, 100, 110 euros par an. Donc, c'est vraiment pas cher. Et quelqu'un qui va intervenir sur les marchés, qui va vendre des produits, il n'est pas à l'abri qu'un de ses parasols s'envole et blesse quelqu'un, tombe sur la tête d'un enfant, et ça peut avoir de lourdes conséquences. Donc, là encore, pour la RC Pro, il faut prendre le temps de s'assurer dès le début. Il faut que nos clients, enfin futurs clients, nous présentent leur activité pour qu'on puisse leur présenter une offre qui correspond vraiment à ce dont ils ont besoin. Parce qu'en termes de RC Pro aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mixer les activités quand elles sont mixables. C'est-à-dire que sans forcément payer plus cher, ou alors c'est l'activité la plus chère qui va prendre le dessus, mais on peut des fois mettre 3-4 activités. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui fait du conseil mais qui fera aussi de la formation, on peut l'assurer pour une activité de conseil et de formation, élargir donc son éventail où on pourrait intervenir en qualité de RC Pro, et ça lui permet de ne pas forcément payer plus cher. Donc, il faut vraiment couvrir la totalité de l'activité de la personne que l'on a en face, et surtout aussi s'adapter quand il y a une évolution du chiffre d'affaires à la hausse ou à la baisse, de ne pas hésiter à nous le dire, parce que le chiffre d'affaires, il va jouer sur la RC Pro. Une RC Pro, pour quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires de 10 000 euros, de 100 000 euros, ça va être différent en tarif. Forcément, 100 000 euros, ça va être beaucoup plus cher parce que l'activité va être beaucoup plus importante. Donc, la RC Pro, il ne faut pas la négliger. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent ouvrir une entreprise très facilement sur une piste sur Internet, mais sans avoir cet accompagnement-là. Et j'ai des fois même des gens qui, au bout de 3 ans d'activité, me disent « Ah ben non, je n'étais pas assuré, je ne savais pas qu'il fallait que je le fasse. » Ah oui, d'accord. Alors ça, je la Ça connaissais pas. arrive, ça peut arriver. Et là, je vais donner la parole à Edith, qui a une question alors ça, c'est très intéressant et je pense que ça va nous intéresser tous ceux qui ont des salariés. Edith, Okay. Vous m'entendez? Vous m'entendez? oui, Ok. très bien. En fait, j'ai un salarié il y a 15 jours qui a eu un accident de moto en venant travailler le matin. Et donc là, il est en arrêt de travail, mais qui est responsable? Parce qu'on me dit que je suis responsable en tant que euh, présidente de la société, enfin, gérante de la société. C'est un accident de trajet. Il a eu son accident vers 8 heures du matin, quoi, en fait, Ouais. à l'extérieur de la société. Alors, clairement, dans votre cas, je ne pourrais pas parler d'un Oui, cas personnel parce que je ne connais pas le dossier. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a chacun notre métier. Et nous, par exemple, à la Massif, les charrettes clientèle, on n'est pas formé sur la partie sinistre. On a une plateforme, un centre de gestion sinistre qui va faire que de la gestion sinistre. Et quand vous avez un dossier, il y a un conseiller sinistre qui va vous être attribué, qui va vous accompagner. Euh, Après, dans le cas que vous évoquez, c'est un accident de la circulation. Donc, bon, déjà, à la oui, base, c'est l'assureur du véhicule qui va intervenir. Il y a après la sécurité sociale qui peut, dans certains cas, euh, en fait, déclarer l'accident comme accident du travail, mais je ne connais pas les critères pour que ça rentre dans ce domaine-là. Mais je sais qu'il y a des critères chez eux qui peuvent affecter un accident comme accident du travail. Quelles conséquences ça a sur le dossier et comment il attribue, je n'en ai aucune idée.
Mais bon, aujourd'hui, vous, en tant que chef d'entreprise, de toute façon, vous ne pouvez pas être responsable d'un sinistre sur lequel vous n'étiez pas au volant du véhicule. Ça, c'est une certitude. Après, ça va surtout être au niveau peut-être des indemnités journalières et de savoir si ça va être un accident du travail ou pas. Mais parce que quand même, c'était pas le soir, parce qu'on aurait pu imaginer le soir après 8 heures de travail qu'il était fatigué, etc. Là, c'était le matin en venant, en se rendant au travail en moto. Oui. Il y a une personne qui a traversé sans faire attention et puis Mais sont Edith, moi j'ai rencontrés, une quoi. question. Excusez-moi, Edith, j'ai une question. Mais qui vous dit que vous êtes responsable? Parce que On- on- c'est des personnes, la RH qui m'a dit que j'étais responsable. Et je dis, mais attends, je ne comprends pas bien pourquoi, quoi, en fait, hein. Dans le sens où il venait le matin et que pour le travail, quoi. Ben, moi non plus, je comprends pas bien. Je comprends même pas bien du tout, même. Alors après, il peut des fois incomber à certains dirigeants une responsabilité, mais par rapport à un ordre que vous auriez pu lui donner. Par exemple, je sais pas, mais un chauffeur routier à qui on imposerait une journée de conduite de 20 heures, ben, il y a des réglementations sur Oui, ça. Là, la Oui, on est responsabilité du d'accord. dirigeant, euh, ok, mais si vous n'avez pas imposé une cadence de travail infernale et que la personne devait juste venir travailler, bon, après, je vous dis, je ne connais pas le dossier, je ne pourrais pas en parler plus que ça, mais, mhm, mais c'est surtout de ce côté-là qu'il faut voir maintenant. On en parlera aussi après. Euh, Quand vous avez un litige avec un salarié sur un dossier, vous pouvez aussi prendre une protection juridique pro qui peut vous défendre dans le cadre d'un litige que vous pouvez avoir avec un organisme, un salarié ou une problématique comme cela, quoi. d'accord. Parce que, enfin, moi, j'ai été surprise quand on m'a annoncé ça, parce que c'était le matin, ils venaient travailler. Et puis, en plus, je leur dis toujours, je ne suis pas à l'horaire. Si vous avez le moins de soucis, les bouchons et tout, que vous commenciez à 9 heures ou 9h30, ce n'est pas un souci, quoi. Enfin, j'ai toujours été très ouverte là-dessus. Et il n'y a aucun contrôle, de toute manière, quand ils arrivent. Ce que je dis, moi, je veux des résultats à la fin du mois, quoi. C'est tout. Edith, si je peux me permettre, je pense que la RH s'est mal exprimée et qu'elle engage votre responsabilité sur la notion d'accident de trajet et pas D'accord. sur votre ERC. J'y mettrai ma main à couper. Mhm. Alors, Bonjour Nina. bonjour, Excusez-nous. je suis contente de vous voir. Excusez-nous. Juste un petit intermède. Voilà. Donc, Edith, voyez avec votre RH, je pense qu'il y a une mauvaise compréhension sur la notion de responsabilité, qu'il s'agit de votre responsabilité employeur en qualité d'accident de trajet. Donc, le trajet qui est entre le domicile et le lieu de travail et pas votre ERC Pro. Voilà. Oui, oui, là, effectivement, je suis plus. Enfin, je suis tout à fait de l'avis de Nina et je pense qu'il y a effectivement peut-être de la formulation à revoir. Est-ce, D'accord. est-ce Merci. que on vous a répondu, Edith? Oui. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres questions sur la RC Pro? Moi, j'ai une autre question, Christophe. Parce que dans ce qu'on a vu ensemble avec Lou, adapter sa RC Pro à l'activité au secteur. Alors, je donne mon exemple, hein. Moi, je stocke pour certains de mes clients du textile. Donc, j'ai un assureur qui, a priori, fait très très bien son travail. Donc, le coût de ma RC Pro est forcément élevé parce il a pris en compte cette dangerosité parce qu'on peut avoir du textile qui peut être allergisant. Enfin, parce que je vous pose la question parce que ça nous est déjà arrivé. Donc, là aussi, c'est vous qui déterminez en tant que conseiller auprès de vos clients, c'est vous qui déterminez le niveau de la RC Pro à prendre? Alors, là encore, je vais parler de ce que je connais. C'est une organisation massive. Chez nous, en fait, on a une nomenclature des activités. Quand vous allez me dire je fais telle activité, moi, je vais la rechercher dans la nomenclature. Là, il y a D'accord. trois possibilités. Soit c'est une activité qui est assurable à la massif. J'ai la main sur tout et en quelques minutes, je peux vous faire un tarif et voilà. Soit l'activité n'est pas assurable à la massif. Il y a des activités que nous ne faisons pas à la massif. Par exemple, euh, on ne fait pas tout ce qui est taxi, VTC. Les métiers de l'automobile, les garagistes, les contrôles techniques, tout ça, on ne fait pas. On n'a pas de solution assurantielle. On n'en a jamais eu. Donc, dès qu'on a une demande, on dit de suite non parce qu'on sait qu'on ne fait pas.
mais d'autres assureurs seront spécialisés dans ce domaine. Et puis, il y a un autre cas, un troisième, où ça peut être une analyse plus poussée qui nécessite un avis de mon service souscription. Et moi, je vais faire remonter un rapport de visite de risque, un dossier, en précisant tous les besoins que vous avez, tout ce que vous souhaitez assurer. Et c'est mon service souscription, celle-là, c'est un peu du à la carte, qui va me dire oui, on peut, oui ou non, on ne peut pas faire, par rapport à la dangerosité, comme tu le disais, par rapport à des tas de critères. Voilà. Donc, où on a la main, parce que ça rentre dans la nomenclature, ou c'est un refus, ou c'est du à la carte. Mais c'est une sorte d'annuaire d'activité qu'on a. Alors ça, je vous dis, c'est notre organisation à nous, mais je pense qu'on fonctionne tous à peu près de la même façon. Très bien, merci. On Et va d'ailleurs, attaquer. Oh, pardon, quelqu'un non, je voulait suis parler? désolé. Non, c'est moi, Thibaut? c'est Thibaut. Ouais. Oui, D'ailleurs, merci, Thibaut. en parlant de ça, je pense que ce serait bien de prendre un petit volet sur la protection juridique qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui est fortement recommandée. D'ailleurs, je ne sais pas Exactement. ce que tu en Alors, penses, Christophe. exactement, Thibault. La protection juridique, ça faisait partie d'un des volets d'attention. Il ne faut pas négliger aussi d'assurer sa protection juridique. Là, c'est assez simple. La protection juridique, il ne faut pas la confondre avec la protection juridique des particuliers. Dans vos contrats habitation ou hors habitation ou à la banque ou ailleurs, vous pouvez tous avoir une protection juridique des particuliers. Protection juridique des particuliers, c'est si vous avez un litige même sur Internet avec un commerçant ou n'importe qui, mais vous, en tant que consommateur. Voilà. Celle des pros, c'est l'inverse. Ça va être défendre le commerçant ou l'entrepreneur par rapport à ses clients. Comme on disait tout à l'heure aussi, ça peut être par rapport à ses employés. Quelqu'un qui vous attaquerait au prud'homme sur son contrat de travail ou autre, ça va aussi rentrer en jeu. Ça peut être maintenant, il y a de plus en plus de fraude au compte bancaire. Vous avez besoin d'être défendu. Ça peut être un problème avec un fournisseur. Vous faites un achat auprès de fournisseurs. Par exemple, toi, Thibaut, tu es pâtissier. Si tu achètes, je ne sais pas combien de kilos de beurre, de farine, et tu as payé ta commande, mais la livraison n'intervient jamais. Soit elle s'est perdue, elle a été volée ou je ne sais trop quoi, mais elle n'intervient jamais. Le fournisseur ne veut pas te rembourser. Si tu as une protection juridique, on va pouvoir l'attaquer. Enfin, l'attaquer. À la base, c'est toujours à l'amiable, bien entendu. On essaie toujours de trouver une solution à l'amiable. Mais s'il n'y a pas de solution à l'amiable et que le montant du préjudice est suffisamment élevé, par exemple, pour un préjudice à 50 euros, on ne va pas aller au tribunal, c'est évident. Mais s'il y en a pour 800, 1000, 2000 euros ou plus, que le montant du préjudice est assez élevé, on peut envisager d'aller plus loin et de faire des poursuites en justice contre les personnes avec qui vous pourriez avoir un problème. Comme on disait, ça peut être des fournisseurs, des clients, des salariés, toute personne qui va être en lien avec un litige dans l'entreprise. Attention, il faut bien être vigilant sur un point. Quand on a une ERC Pro, par exemple, à l'intérieur, vous avez souvent, très souvent, une garantie que nous, on appelle défense-recours au niveau de la massif, mais que certains assureurs appellent protection juridique en cas d'accident. Ce n'est pas une vraie protection juridique. Quand vous avez de noter protection juridique en cas d'accident, ou comme chez nous, défense-recours, ça veut dire que si suite à un sinistre, on vous attaque et vous avez besoin d'être défendu, on va payer tous les frais de procédure. Aucun problème. Ce que je disais tout à l'heure, un parasol qui part dans la tête de malheureusement d'un enfant, les parents vous attaquent en justice pour cela. C'est de la RC Pro parce que la personne, elle était sur le marché, donc voilà, donc elle faisait son commerce et elle a attaqué. On va la défendre, s'il y a des blessures corporelles, etc., on va la défendre avec avocat et on va payer tous les frais de procédure parce que ça sera un litige suite à un sinistre. C'est pour ça que certains appellent ça protection juridique en cas d'accident ou de sinistre, plus précisément. La vraie protection juridique, celle qui va marcher contre les fournisseurs, problèmes prud'homal avec les salariés, tout ce qui est problème en dehors d'un sinistre, elle est à part, elle est souvent commercialisée à part. Elle a un coût qui, chez nous en tout cas, dépend du chiffre d'affaires. Chez nous, en prix d'appel, on est à 15 euros par mois, ça fait 179 euros par an, pour un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros. Après, pour des chiffres d'affaires supérieurs à 5 000 euros, c'est un petit peu plus cher. Donc la protection juridique, c'est important. C'est un lien qu'il va y avoir soit avec le local, parce que ça peut être aussi un litige que vous avez avec le propriétaire du local.
qui ne souhaiterait plus que vous exerciez dans son local, ou alors qui ferait des majorations de tarifs au niveau du bail commercial qui seraient très importantes et vous voudriez vous retourner contre lui. Donc, tous les litiges que vous allez pouvoir avoir, c'est extrêmement important de l'avoir quand on a un local, mais même une simple RC Pro, parce qu'elle va venir compléter le contrat ou de la RC Pro ou de la multi-pro avec le local. Ok, donc en fin de compte, pour récapituler, si je comprends bien, ce serait si nous, on engage une procédure. Mmh. C'est ça, hein? Oui, mais si tu es attaqué aussi, les deux, c'est possible les deux, puisque comme je disais tout à l'heure, un de tes employés qui t'attaquerait au prud'homme pour un problème sur ton contrat de travail, on va te défendre aussi par rapport à la protection juridique. D'accord. En fait, c'est pas tant qui attaque. Le lien, c'est plutôt est-ce que ça a un rapport avec un sinistre de l'entreprise ou est-ce que c'est hors sinistre? Si c'est hors sinistre, c'est de la protection juridique. Et si c'est dans un sinistre, ça va être une des garanties du contrat qui va prendre le relais. D'accord. Très bien, d'accord. Donc ça, ce serait plus pour Edith. Ce serait plus pertinent qu'elle ait un contrat comme celui-là, par exemple. Oui, Un de contrat de protection protection juridique, oui. Oui, Ouais. oui, Ben, parce que j'ai quand si demain tu as un organisme social ou un employé qui t'attaque pour un problème sur son contrat de travail ou sur ses déplacements ou autre, ça peut en faire partie. Parce que là, c'est pas un sinistre qu'il y a eu dans l'entreprise, c'est pas. Oui, Voilà. effectivement, c'est un sinistre. C'est bien dans l'entreprise, mais c'est Là, pas c'est un lié. litige hors sinistre. On est d'accord, tout à même. fait. On va attaquer notre dernier et pas le moindre chapitre, d'autant qu'on en parle beaucoup désormais sur la protection du dirigeant, et là on parle de maladie, incapacité, prévoyance, impact sur l'entreprise si le dirigeant doit s'absenter. Vos solutions concrètes, prévoyance, assurance santé, continuité d'activité, et astuces pour combiner protection personnelle et couverture de l'entreprise sans exploser les budgets. D'autant plus en ce moment où on parle qu'on n'a pas de budget au niveau national. Faisons attention à notre argent. Donc, Christophe, le dirigeant malade, c'est pas à l'heure. Malheureusement, ça existe. On le connaît tous, on le rencontre tous autour de nous à différentes étapes, malheureusement. Donc, le dirigeant doit s'absenter demain pour se soigner et bien se soigner. Qu'est-ce que vous proposez et quelles sont les solutions envisagées? Alors là, ça va être un petit peu plus dense parce qu'il y a plusieurs volets. En gros, déjà, il y a 3 paliers. Il y a la partie indemnité journalière en cas d'arrêt de travail, maladie ou accident, être couvert pour cette partie-là. Il y a la partie mutuelle santé qu'on connaît à titre particulier, ça tout le monde la connaît, mais qui, quand on est un professionnel, il y a des leviers, ça peut être pris en charge par l'entreprise, enfin, on va en parler. Et il y a la retraite aussi. On est en plein dedans aussi. Ça, je pense que ça va être un sujet qui va devenir de plus en plus important pour nous, pour vous, pour tout le monde. Sur ces 3 piliers, il y a 2 cas. Il y a le cas de la personne qui est travailleur non salarié et il y a le cas du salarié. Si on commence par le travailleur non salarié, alors ça peut être ou le gérant d'une entreprise mais qui ne se verse pas de salaire, qui est travailleur non salarié, ou alors bien souvent quelqu'un qui est en entreprise individuelle, qui travaille tout seul et qui est considéré comme travailleur non salarié. Lui, le travailleur non salarié, c'est assez simple. Pour la partie mutuelle santé, il peut prendre la mutuelle qu'il veut en mutuelle santé. Nous, par exemple, chez nous, on différencie bien les mutuelles santé pour les travailleurs salariés et non salariés. Pour les travailleurs non salariés, on est un petit peu moins cher, on a un petit avantage tarifaire. Pour le travailleur non salarié, on peut aussi des fois faire bénéficier de la loi Madelin. Je ne sais pas si vous connaissez la loi Madelin. Donc, Oui, moi je la connais. La loi Madelin, en fait, c'est une loi qui permet de déduire au niveau entreprise les cotisations pour la mutuelle santé et pour la prévoyance pour les indemnités journalières. Donc, quelqu'un qui bénéficie de la loi Madelin pourra, par exemple, une infirmière libérale qui bénéficie de la loi Madelin pourra déduire de ses charges la cotisation qu'elle met pour la prévoyance et pour la mutuelle santé. Donc ça, c'est pas mal parce que la loi Madelin, ça prend pratiquement en charge la totalité de la cotisation,
Il y a quelques euros qui vont rester à votre charge. Au niveau des indemnités journalières, par contre, quelqu'un qui prend un capital d'essai, le capital d'essai, ça ne rentre pas dans le cas de Madeleine. Si vous prenez un capital d'essai, là, ça va être plein pot pour vous. Mais les indemnités journalières, ça va pouvoir être déductible au niveau de la loi Madeleine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, sur la mutuelle santé et la prévoyance, ça va être pareil. Et sur la partie retraite, pour un travailleur indépendant, il va pouvoir aussi prendre un plan retraite. Et là, il y a deux possibilités. Où il peut le faire payer par l'entreprise en mettant le RIB entreprise, et ça va venir en déduction aussi. Ou alors, il va mettre son RIB perso, et il va avoir un avantage au niveau fiscalité, où l'année d'après, il pourra déduire au niveau de ses impôts une partie de ce qu'il a mis sur un plan retraite. Alors, quand on dit déduire, c'est souvent entre 10 et 30%, ça dépend du taux marginal d'imposition, et c'est soumis à un plafond que vous pouvez retrouver sur votre seuil d'imposition. Et pour les personnes qui ont des comptables, dans tous les cas, pour tout ce qui est loi Madeleine et retraite, il vaut mieux faire appel à un comptable qui vous dira si vous avez droit à la loi Madeleine ou non, quelle est la meilleure façon d'optimiser au niveau fiscal pour la retraite. C'est le comptable qui part de là généralement, notamment quand on a une entreprise avec un certain seuil de chiffre d'affaires, ça peut être pas mal d'optimiser tout ça avec un comptable. Pour un travailleur qui est en auto-entreprise, c'est un peu plus simple parce que les micro-entreprises, ils ne peuvent pas faire plus de 70 000 de chiffre d'affaires, donc on peut les accompagner sur la partie prévoyance et retraite. Ça, c'est pour la partie travailleurs non salariés. Après, il y a un autre cas, c'est pour les salariés, les dirigeants salariés, donc toutes les personnes qui ont une fiche de paie dans l'entreprise. Là, déjà, d'une part, aujourd'hui, avec la loi ANI, on est obligé de mettre en place une santé collective. Donc, vous êtes obligé de prendre une mutuelle santé collective pour les salariés, ou tout au moins de la proposer. Ils peuvent la refuser. Il y a des cas de dispense. Il y a des cas où ils vont pouvoir vous dire non, je suis déjà en mutuelle obligatoire avec mon conjoint, ou je suis qu'en CDD, donc ça ne m'intéresse pas. Mais il y a des cas de dispense. Où la personne pourra ne pas prendre la mutuelle de l'entreprise, mais le dirigeant a obligation de la proposer. C'est la loi. Même si derrière, c'est un contrat qui sera vide, où il n'y aura rien, il n'y aura pas de cotisation de payer, il n'y aura rien, mais on est obligé de la proposer. Après, c'est bien parce que pour le salarié, ça va être un contrat où l'employeur est obligé d'intervenir au moins 50%. Donc, ça permet aux salariés d'avoir une mutuelle santé souvent de qualité et qui coûtera moins cher que s'il avait dû souscrire à titre individuel. C'est la même chose pour la prévoyance, c'est presque la même chose. Pour la prévoyance collective, on peut mettre en place une prévoyance collective, mais on est obligé de le faire quand il y a des cadres dans l'entreprise. S'il n'y a pas de cadre, il y a moins de notions d'obligation. C'est fortement conseillé de proposer une prévoyance à ses salariés, mais il y a moins de notions d'obligation. Et enfin, vous pouvez mettre en place aussi un plan retraite pour les salariés. Ça existe. Alors nous, à la Massif, on fait que du plan retraite aujourd'hui individuel. Ça va évoluer dans les années qui viennent, mais aujourd'hui, on fait que de l'individuel. Mais il y a certains gros groupes de prévoyance retraite qui font de l'assurance retraite, enfin qui font du plan retraite pour les salariés, comme vous pouvez connaître dans les grandes entreprises, les PERCO, les plans retraite. Il y en a qui font aussi du plan retraite aussi pour vous accompagner. Donc c'est possible aussi. Nous, au niveau Massif, sur la partie, alors Thibaut est bien placé pour le savoir, on en a parlé encore hier, sur la partie santé collective et prévoyance collective, on assure de plus en plus d'activités, mais pas toutes. Et ça change chaque année. Pourquoi ? Parce que chaque convention collective a des normes et des contraintes et on n'a pas des contrats adaptés pour tout le monde. Par exemple, il y a certaines professions qui exigent un certain taux de remboursement sur du dentaire, de l'optique ou certains remboursements, et notre contrat n'est pas forcément adapté, donc on ne fait pas. J'en parlais avec Thibaut, parce que Thibaut, qui est pâtissier, par exemple, aujourd'hui à la Massif, on n'a pas de solution pour les pâtissiers. Mais on en aura peut-être demain, parce que d'une année sur l'autre, on s'adapte et ça change. Donc, quand généralement je rencontre un chef d'entreprise pour la santé collective et de la prévoyance collective, la première chose que je demande en priorité, c'est une fiche de paie, parce que dessus, il y a le code IDCC. Et en fonction du code de la convention collective de laquelle on dépend, je reviens à mon nomenclature dont je parlais tout à l'heure pour les activités pro. Je vais voir de suite si j'ai une solution ou non.
Et si j'en ai pas, ben, malheureusement, je ne pourrai pas faire et la personne devra s'assurer à la concurrence. Aujourd'hui, enfin, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Aujourd'hui, il y a des assureurs qui sont spécialisés pour certaines professions et d'autres pour d'autres. Donc, généralement, historiquement, on sait toujours, ben, nous, par exemple, les agriculteurs, on ne fait pas parce que c'est la MSA, mais les agriculteurs, ils savent que par la MSA, ils ont des solutions. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Alors, on va pas conclure tout de suite. Il nous reste quelques minutes. Je vais donner la parole à notre cher Luc Mingoil qui est là. Luc, si tu m'entends, parce qu'il nous a posé une petite question. Non, pas posé une question. Sylvie, je voudrais dire un mot sur la protection juridique. Donc, Oui, Luc, si tu es toujours là, oui, à vous toi. m'entendez? Oui, Oui, on t'entend bien. Sois prudent, Parfait. Luc, parce Bonjour à que tous. bonjour. Ne vous inquiétez pas. Je peux le faire en moto des fois, ça. oui, bah, on le répétera pas. C'est pas super sérieux. Oui, l'APJ, il y a un élément de prudence important, c'est vraiment de bien la calibrer. Je vous donne un exemple. Une PJ dimensionnée pour un salon de coiffure qui fait 250 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai un litige avec le gars qui a fait l'agencement. Et c'est un agencement à 100 et quelques mille euros. Et là, la PJ me dit, ah, mais on l'avait pas prévu. Nous, on peut vous aider sur la clim à 10 000, on peut vous aider ça, mais un dossier comme ça, on vous suit pas. Et là, ta PJ ne sert à rien. Donc, moi, l'expérience m'a montré que la PJ, il vaut mieux qu'elle soit déjà décorrélée de son assureur. Parce que bah, si tu as besoin de te retourner contre ton assureur, vaut mieux pas que ce soit sa PJ, parce qu'elle va avoir du mal à se retourner contre elle-même. Et deuxièmement, c'est garder la même que vous avez depuis le début de votre activité, la faire évoluer en termes de primes, de couverture et de dimension. Moi, je suis parti d'une PJ pour 2 salons de coiffure et aujourd'hui, j'ai une PJ pour une holding qui couvre 5 salons de coiffure et j'en paye plus qu'une. Ça me coûte moins cher et je suis mieux couvert. Mais en revanche, je suis toujours dans la même boîte depuis le début. Je crois que c'est CNDP, c'est un généraliste qui fait que de la PJ. Donc, attention, soyez bien vigilants sur ce que couvre la PJ. Et ensuite, sur le fait de garder la même PJ depuis le début, puisque si vous prenez une PJ aujourd'hui, une protection juridique, vous ne serez couvert que pour ce qui va vous arriver. Ce qui est arrivé derrière, c'est fini. Et ils vous prendront jamais en charge. Donc, gardez la même depuis le début et bien la dimensionner. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah, Bon, tu as bah, tout à fait, tu as tout à merci, fait Luc. raison. Luc, tu as tout à fait raison. Alors, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours parce que pour la protection juridique, la cotisation ne dépend du chiffre d'affaires, c'est toujours adapter le chiffre d'affaires dans le contrat parce que ben, en fonction du chiffre d'affaires, on va payer plus ou moins cher son contrat PJ. C'est important aussi de regarder les plafonds parce qu'il y a des plafonds sur la protection juridique. Alors, à ma connaissance de mémoire, nous, on intervient par sinistre par an jusqu'à 76 000 euros de mémoire. Mais là, je parle sur les contrats basiques parce qu'après, on a des contrats PJ pour les entreprises qui font plus d'1,5 million de chiffre d'affaires. Et là, c'est des contrats un peu à la carte, comme disait Luc. Voilà. Et il a rebondi sur quelque chose de très, très important aussi. C'est effectivement, il faut y penser, le prévoir en amont, parce que la protection juridique, une fois que le cas est arrivé, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. Donc, si le litige, le fait générateur est antérieur à la date de souscription, l'assureur ne le prendra pas en charge. Donc, ça va être pour se prévaloir des litiges à venir dans le futur. Bah, écoute, très bien. Je rajoute une chose pour tous ceux qui sont là devant leur ordinateur. Le gros intérêt d'une PJ, c'est quand ça va aller au baston fort. Quand ça va au baston, de toute façon, quand ça va au baston, vous aurez votre copain avocat, votre comptable, vous avez plein de gens qui vont vous aider. Actionner la PJ, c'est un peu fastidieux. Mais en revanche, quand il s'agit d'aller payer un expert, et un expert, ça démarre à 5 000 euros. Là, la PJ, elle le prendra en charge. Et c'est pas les 100 balles que vous aurez dépensées tous les ans que vous allez regretter à ce moment-là. Parce que quand il faut débourser des grosses sommes, là, vous pouvez faire appel à la PJ. Bon, bah, merci de ces conseils. On va éviter. Hein. Pas besoin. Évitons. Alors, je ne sais pas, je vais proposer à savoir s'il y a d'autres questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Présentez-vous. Si je ne vous vois pas, je vous écoute. On est là pour ça.
Bon, bah, apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, Christophe, ça a été clair. Thibaut, quelque chose à ajouter? Non, 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 à ce niveau-là, pas grand chaos. Donc, Christophe, une conclusion. Ah, je crois que j'ai un nouveau message. Non, c'est Edith qui nous dit merci à tous. Mais, Edith, toujours un plaisir de vous voir. Christophe, pour aller vers la conclusion, s'il y avait, allez, en 3 mots ou trois actions à lister pour éviter les erreurs, ce serait lesquelles? Alors, moi, ce que je dirais en priorité, le plus important, mais le plus important, ça, on en a parlé depuis le début du webinaire, c'est de ne pas négliger la responsabilité civile professionnelle. Ça, c'est la base. C'est vraiment la base. Et le local, forcément, qui est des fois associé, des fois non. Ça, c'est la base, parce que quand on est en location, il y a même obligation d'assurer son local auprès du propriétaire. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut le faire. Et faire le tour de tous les assureurs, comparer les offres. Comme on dit tout à l'heure, il y en a qui sont spécialisés dans certains domaines ou non. Après, effectivement, si on a les moyens, comme le disait Luc, si on peut le faire au niveau budget, c'est d'associer à cela la protection juridique. Pour la protection, on a souvent tendance à penser que comme on a assuré le local, c'est le plus important et à négliger sa propre personne. Alors qu'en fait, le local, il est remplaçable. S'il arrive quelque chose, un incendie ou quoi, on pourra en trouver un autre. Par contre, la personne qui a un grave accident ou une maladie et qui ne peut plus aller travailler, ben, jusqu'à la fin de sa vie, il ne pourra plus travailler, il ne touchera plus rien. Et la prévoyance va permettre pendant 3 ans de verser un complément de revenus par rapport aux indemnités journalières. Et au-delà de 3 ans, comme on ne peut pas être en arrêt plus de 3 ans, on va passer en invalidité, on va verser une rente invalidité jusqu'à la retraite qui va être calculée au début du contrat en fonction du chiffre d'affaires qu'on prévoit ou qu'on a fait. Donc, la protection de la personne, c'est super important. Maintenant, on n'a pas toujours le budget pour tout faire dès le début. Donc, c'est le but, c'est pour ça qu'on est là. On fait des bilans avec les personnes, on voit avec nos sociétaires ce qui est important pour eux, ce qui est le plus urgent pour eux. Par exemple, peut-être qu'un jeune de 25 ans qui commence, il aura peut-être plus besoin de la prévoyance que de la retraite dès le début. La retraite, ça pourra peut-être attendre encore 3-4 ans. Encore qu'on en fait de plus en plus à des jeunes de 20-25 ans des plans retraite, parce qu'un plan retraite, c'est bloqué jusqu'à la retraite, mais il y a quand même des conditions de sortie, et dans les conditions de sortie, il y a achat résidence principale. Si vous achetez une résidence principale et que vous avez besoin d'argent, à condition que ça soit planifié devant le notaire, vous pouvez le sortir et l'amener devant le notaire et vous constituer un apport avec votre plan retraite pour acheter une résidence principale. Donc, il y a de plus en plus de jeunes qui disent, moi, je joue quand même à retraite parce que la rémunération est meilleure que sur une autre épargne assurance vie ou une autre épargne classique. Ça leur permet d'avoir une meilleure rémunération et de te dire, si j'y touche pas, je le garde jusqu'à la retraite. Mais si j'ai une tuile avant et que j'ai besoin d'argent pour acheter ma maison, ben, je pourrais quand même les sortir. Voilà. Donc, l'idée, c'est, en résumé, de voir ce qui est important pour vous, ce qui est le plus nécessaire, indispensable dès le début, et d'essayer de vous accompagner au mieux par rapport à vos besoins. Eh ben, écoute, Christophe, merci de ton intervention. Merci Thibaut de tes précisions. Merci à vous tous. Bien évidemment, vous avez bien compris que la CPME est toujours à vos côtés et n'hésitez pas, Lou fait partie de notre équipe de permanents efficace et action-réaction. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous recevrez donc un résumé de ce webinaire avec les coordonnées de Christophe. Et comme ça, et vous l'avez compris et entendu, il est sur un secteur bien particulier, 0405 et un bout de l'étang de Berre. Et il a d'autres délégués qui sont sur Marseille et notre territoire. Donc, Lou vous mettra tout ça dans un mail, comme ça vous aurez toutes les informations. Et la CPME, bien évidemment, c'est toujours et encore des événements pour vous adhérents. Donc, je vous rappelle que le 19 novembre, à partir de 18h30, nous avons un apéro business au siège social de Free Pro à Marseille, dans les quartiers nord. Donc, je ne sais pas s'il fera beau ce jour-là, mais ils ont un rooftop exceptionnel. On a une vue géniale sur toute la rade. Donc, pour ceux qui peuvent y venir, allez-y. Le 25 novembre, il y a une pitch party en ligne pour découvrir les projets et rencontrer des partenaires de manière interactive.
Et une fois de plus, la CPME n'hésite pas à revoir son fonctionnement et vous propose cette année le salon Entrepreneur 13 qui a lieu systématiquement toujours entre le 13 et le 20 décembre au Palais du Pharaon. Cette année, ça sera au Palais de la Bourse. On aime bien les palais, en fait, on se prend pour des rois et des reines. Au Palais de la Bourse, donc bien sûr à la Chambre de commerce, le 18 décembre. Et là aussi, bah, écoutez, Ella Massif sera présente sur un stand. Et on a changé un peu le fonctionnement. Donc, session de speed meeting, atelier pour créer des synergies et développer votre réseau. Le salon sera tourné vers les transitions avec des solutions concrètes pour concilier performance économique et impact positif sur nos territoires. Et on a bien besoin de positivité. Et je vous invite à regarder un peu les réseaux sociaux parce que notre présidente Corinne Inesti a participé hier avec un nombre incalculable de fédérations, de syndicats. Il y avait le MEDEF, la CPME, des fédérations chimie, métallurgie, BTP, enfin j'en passe et meilleurs. Une mobilisation générale qui a eu lieu hier pour une conférence de presse et ça part du sud, donc une fois de plus, alors vous les amateurs de foot, à jamais les premiers, pour secouer le cocotier de nos sénateurs et députés. Il y a un communiqué de presse qui part officiellement aujourd'hui à 15 heures de chaque fédération, chaque syndicat patronaux. Chacun envoie le même courrier à l'ensemble de nos parlementaires pour les bouger un peu par rapport à ce qui se passe sans budget et où il y a cet immobilisme en France actuellement. Donc, Corinne a pris, et d'ailleurs, alors je ne sais pas si ça s'est passé hier soir ou pas parce que j'ai accompagné Corinne, mais en tous les cas, il y avait toute la presse, il y a TF1, LCI, BFM, enfin, ils étaient très nombreux, donc on va en entendre parler sur les réseaux sociaux et sur toute la presse, que ce soit radiophonique ou télévisuelle ou papier. Voilà. Donc, merci à vous tous. Merci Christophe, merci Thibaut. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Lou va nous envoyer ce résumé par mail. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à très vite. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci pour bien ces et au détails. Bonne plaisir. journée. Bonne fin de Bonne journée à journée. tous. Au revoir, À très merci. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.